Chapitre 5. Loyauté. Dans certains royaumes et nations, la coutume accorde aux enfants mâles la préséance sur les filles en matière de succession. Ce n'a jamais été le cas dans les 6 duchés. Les titres ne s'y transmettent que par ordre de naissance. Qui hérite d'un titre ne doit rien y voir d'autre qu'une charge d'intendance. Si un seigneur ou une dame pousse l'incompétence jusqu'à faire abattre trop de surface boisée d'un seul coup, à négliger les vignobles, ou à laisser la qualité du bétail s'appauvrir par trop de croisements consanguins, le peuple de ce duché peut se soulever et requérir la justice du roi. Cela s'est déjà produit, et tous les nobles savent que cela peut se reproduire. Le bien-être du peuple appartient au peuple, et il a le droit de protester si son duc le gère mal. Lorsque le seigneur en titre se marie, il doit garder ces notions présentes à l'esprit. Le conjoint choisi doit lui aussi accepter d'être un intendant. Pour cette raison, le conjoint détenteur d'un titre moindre doit le transmettre à son plus proche cadet. On ne peut être l'intendant que d'une seule terre. De temps en temps, ce système a mené à des divisions. Le roi Subtil épousa Dame Désir, qui eût été duchesse de Bauge si elle n'avait préféré accepter son offre et devenir reine. On dit qu'elle finit par regretter sa décision et se convainquit qu'en restant duchesse, elle eût disposé d'un plus grand pouvoir. Elle avait épousé Subtil en sachant pertinemment qu'elle était la seconde reine et que la première avait déjà donné 2 héritiers au roi. Elle ne cacha jamais son dédain pour les 2 princes aînés et faisait souvent observer qu'étant de bien plus haute naissance que la première reine de Subtil, elle considérait son fils, royal, comme de meilleur lignage que ses 2 demi-frères. Elle tenta de faire partager ce point de vue par le choix du nom de son fils. Malheureusement pour elle, la plupart des gens ne virent dans cet artifice qu'une preuve de mauvais goût. Certains la surnommèrent même, plaisamment, la reine de l'intérieur, car sous l'emprise de l'alcool, elle affirmait sans diplomatie avoir assez d'influence politique pour réunir Bauge et Labour en un seul royaume, un royaume qui n'attendrait que son ordre pour se débarrasser du joug du roi Subtil. Mais on mettait généralement ses prétentions sur le compte de son penchant pour les drogues, tant alcooliques que galéniques. Il n'en demeure pas moins vrai qu'avant de succomber aux effets de sa dépendance, elle contribua à creuser le fossé entre les duchés de l'intérieur et ceux des côtes. Le temps passant, j'en vins à jouir à l'avance de mes rendez-vous nocturnes avec Imbre. Il ne suivait jamais aucun plan, aucun schéma discernable. Il pouvait parfois s'écouler 1 semaine, voire 2 entre nos rencontres. Et d'autres fois, j'étais convoqué toutes les nuits pendant 1 semaine, au bout de laquelle je n'accomplissais plus mes tâches diurnes qu'en titubant. Quelquefois, il m'appelait dès que le château s'était endormi. En d'autres occasions, il ne me faisait venir chez lui qu'à Potrominet. C'étaient des horaires exténuants pour un enfant en pleine croissance, et pourtant, jamais je ne songeais à m'en plaindre, ni à refuser de répondre à une convocation. Il n'eut jamais l'idée non plus, je crois, que ces leçons nocturnes pussent présenter la moindre difficulté pour moi. Nocturne lui-même, il devait trouver tout naturel de donner des cours à ces moments-là. Et l'enseignement que je recevais convenait étrangement aux heures ténébreuses du monde. Ces leçons portaient sur une gamme impressionnante de sujets. Je pouvais passer toute une soirée à l'étude laborieuse des illustrations d'un grand herbier qu'il possédait, à charge pour moi, le lendemain, de mettre la main sur 6 spécimens correspondant aux images. Jamais il ne jugea utile de m'indiquer où je devais les chercher, dans le potager de la cuisine ou dans les recoins les plus sombres de la forêt. Mais je finis toujours par les trouver, et, en chemin, mes observations m'apportèrent beaucoup. Nous nous livrions aussi à certains jeux. Par exemple, il m'annonçait que je devais aller voir Sarah, la cuisinière, le lendemain pour lui demander si le lard de l'année était plus maigre
que celui de l'année précédente. Ensuite, je devais rapporter le soir même toute la conversation à Imbre, mot à mot si possible, puis répondre à une dizaine de questions. Comment Sarah se tenait, si elle était gauchère, si elle paraissait dure d'oreille, et ce qu'elle cuisinait. Ma timidité et ma réserve naturelle n'étant pas considérées comme des excuses valables en cas d'échec de la mission, je rencontrais et finis par connaître pas mal des petites gens de la forteresse. Mes questions m'étaient certes inspirées par Imbre, mais chacun appréciait mon intérêt et se montrait empressé de partager son savoir-faire. Sans l'avoir voulu, je commençais à bénéficier d'une réputation de gamin éveillé et de bon petit. Bien des années plus tard, je compris que cette leçon n'était pas seulement un exercice de mémoire, mais un apprentissage sur la façon de lier connaissance avec les gens du peuple et de savoir ce qu'ils pensent. Depuis, c'est bien souvent qu'avec un sourire, un compliment sur les bons soins qu'a reçu mon cheval et une question promptement posée, j'obtiens d'un garçon d'écurie des renseignements que tous les pots de vin du royaume ne lui auraient pas arrachés. D'autres jeux avaient pour but de m'endurcir les nerfs autant que d'aiguiser mes capacités d'observation. Un jour, Imbre me montra un écheveau de fil et m'ordonna de découvrir, sans le demander à maîtresse pressée, où elle conservait la réserve de ce fil particulier et quelle plante avait servi à le teindre. 3 jours plus tard, je reçus l'ordre de dérober à la couturière ses meilleurs ciseaux, de les cacher 3 heures durant derrière certains casiers à bouteilles de la cave à vin, puis de les remettre à leur place, le tout sans me faire repérer, ni par elle, ni par quiconque. À l'époque, ce genre d'exercice excitait l'espièglerie naturelle de l'enfant que j'étais, et j'y échouais rarement. Lorsque cela m'arrivait, j'en supportais entièrement les conséquences. Imbre m'avait prévenu qu'il ne me protégerait contre l'ire de personne, et m'avait suggéré d'avoir toujours une histoire toute prête et qui tienne debout, afin d'expliquer ma présence là où je ne devais pas me trouver, ou la découverte en ma possession d'un objet que je n'avais pas lieu d'avoir sur moi. J'appris ainsi à mentir de façon très convaincante, et je ne pense pas qu'on me l'enseigna par hasard. Telles furent mes premières leçons d'assassinat. Il y en eut d'autres, la prestidigitation, l'art de se déplacer sans bruit, l'endroit où frapper un homme pour le rendre inconscient, pour qu'il meure sans crier ou sans répandre trop de sang. Tout cela, je l'acquis rapidement, encouragé par la satisfaction que marquait Imbre devant mon esprit éveillé. Bientôt, il employa mes services pour de petites besognes dans la forteresse. Il ne me disait jamais à l'avance s'il s'agissait d'éprouver mes talents ou de me faire exécuter un vrai travail. Pour moi, cela ne faisait pas de différence. J'accomplissais tout avec une dévotion immuable pour Imbre et ses ordres. Au printemps de cette année-là, je trafiquais le vin des coupes d'une délégation de négociants venus de Terrilville qui s'en trouvèrent beaucoup plus ivres qu'ils ne l'avaient escompté. Plus tard, au cours du même mois, je dérobais un pantin à un marionnettiste de passage, si bien qu'il dut jouer l'incidence des coupes jumelles, une petite badinerie populaire, au lieu de l'interminable tragédie historique qu'il avait prévue pour la soirée. Au banquet du plein été, l'après-midi, j'ajoutai une certaine herbe dans la théière d'une servante, laquelle fut prise, en même temps que 3 amis, de diarrhée telle qu'elles ne purent servir à table ce soir-là. En automne, je nouai un fil autour du fanon d'un cheval appartenant à un noble en visite, afin d'imposer une claudication momentanée à l'animal et convaincre ainsi son maître de rester à Castelserre 2 jours de plus que prévu. Je ne sus jamais les raisons profondes des tâches dont Imbre me chargeait. À l'âge que j'avais, je m'intéressais au comment des choses plutôt qu'à leur pourquoi. Et cela aussi, je pense, faisait partie de ce que je devais apprendre, obéir sans poser de questions. J'eus une fois une mission qui me ravit positivement. Malgré mon âge, j'avais tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple caprice de la part d'Imbre. Il me fit venir chez lui aux derniers instants d'obscurité avant l'aube. Le seigneur Gessop et dame Dahlia sont à la forteresse depuis 2 semaines. Tu les connais de vue. Lui, il a une très longue moustache et elle n'arrête pas d'arranger sa coiffure, même à table. Tu vois de qui je parle. Je fronçai les sourcils. Un certain nombre de nobles s'étaient réunis en conseil à Castelserre pour débattre des raids de plus en plus fréquents des Outriliens.
D'après mes informations, les duchés côtiers désiraient davantage de navires de guerre, tandis que ceux de l'intérieur refusaient de puiser dans leurs impôts pour ce qu'ils considéraient comme un problème purement côtier. Le seigneur Jessop et dame Dahlia étaient de l'intérieur. Jessop et sa moustache semblaient dotés d'un caractère emporté et constamment exalté. Dame Dahlia, en revanche, paraissait se désintéresser complètement du conseil et passait ses journées à explorer Castelserre. « Elle porte toujours des fleurs dans les cheveux, qui tombent tout le temps ?»« C'est elle, » répondit Imbre en hochant énergiquement la tête. « Parfait, tu la connais donc. Alors, voici ta mission. Et je n'ai pas le loisir d'en mettre les détails au point avec toi. Aujourd'hui, à un moment ou à un autre, elle enverra un page dans la chambre du prince royal. Il y déposera quelque chose, un billet, une fleur, bref, un objet quelconque. Tu devras t'en emparer avant que le prince ne le voie. Tu comprends ? » J'acquiesçai, et m'apprêtais à parler, mais Imbre se leva brusquement et me mit quasiment à la porte. « Nous n'avons pas le temps, l'aube est presque là, » dit-il. Je me débrouillais pour me trouver dans la chambre de royal, bien dissimulée, lorsque le page, une jeune fille, y pénétra. À ses manières furtives, je me convainquis qu'elle n'en était pas à sa première mission. Elle posa un petit rouleau de papier et un bouton de fleurs sur l'oreiller de royal, puis s'éclipsa. L'instant d'après, manuscrit et bouton se trouvaient dans mon pourpoint et, plus tard, sous mon propre oreiller. Le plus difficile de l'affaire fut, je crois, de me retenir d'ouvrir la missive. La nuit même, je remis les deux objets à Imbre. Les jours suivants, j'attendis, certain qu'un tumulte ne manquerait pas de se déclencher, avec au cœur l'espoir de voir Royal complètement déconfit. Mais, à ma grande surprise, rien de tout cela n'eut lieu. Royal ne changea pas, sinon qu'il se montra encore plus tranchant que d'habitude et qu'il courtisa encore plus immodérément toutes les dames du château. Quant à dame Dahlia, elle se prit tout à coup d'intérêt pour les débats du conseil et abasourdit son époux en se posant en ardent défenseur des impôts pour les navires de guerre. La reine manifesta son mécontentement devant ce renversement d'alliance en excluant dame Dahlia d'une dégustation de vin dans ses appartements. Tout cela me laissa perplexe, mais quand je m'en ouvris enfin à Imbre, il me sermonna. « N'oublie pas que tu sers le roi. On te confie une mission, tu l'exécutes, et sois heureux de l'avoir menée à bien. C'est tout ce que tu dois savoir. Seule subtile est habilité à prévoir les coups et à organiser son jeu. Toi et moi, nous sommes des pions, si tu veux. Mais aussi, ses meilleurs pointeurs, sois-en assuré. » Peu de temps après, pourtant, Imbre découvrit les limites de mon obéissance. Pour faire boiter un cheval, il suggéra que je lui tranche la fourchette d'un sabot. Pour moi, c'était inconcevable. Je l'informai, fort du savoir de celui qui a grandi au milieu des animaux, qu'il existe de nombreux moyens de rendre un cheval boiteux sans lui faire de mal, et qu'il devait s'en remettre à moi pour choisir le plus approprié. Aujourd'hui encore, j'ignore comment il prit mon refus. Il n'eut pas un mot pour le condamner ni pour l'approuver. Sur ceci comme sur bien d'autres choses, il garda le silence. À peu près tous les trimestres, le roi subtil me convoquait dans ses appartements, en général très tôt le matin. Je me plantais devant lui, souvent alors qu'il était en son bain, qu'il se faisait natter les cheveux en une queue entremêlée de fils d'or, coiffure réservée au souverain, ou que son valet sortait ses habits. Le rituel ne variait jamais. Le roi m'examinait soigneusement, vérifiant ma taille et ma tenue comme si j'étais un cheval qu'il envisageait d'acheter. Il me posait une ou deux questions, d'habitude sur mes progrès en monte ou en maniement d'armes, puis écoutait gravement mes courtes réponses. Alors, il s'enquérait presque solennellement. « Et considères-tu que je tienne la part du marché que j'ai passé avec toi ?»« Oui, sire, » répliquai-je invariablement. « Dans ce cas, veille à tenir la tienne, toi aussi. » Telle était toujours sa formule de conclusion, par laquelle il me congédiait. Et le serviteur présent à ce moment-là pour s'occuper de lui et m'ouvrir la porte à mon entrée et à ma sortie, ce serviteur, quel qu'il fût,
ne paraissait jamais prêter la moindre attention à ma présence ni aux paroles du roi. En fin d'automne de cette année-là, à la lisière de l'hiver, je me vis confier ma mission la plus difficile. J'avais à peine soufflé ma bougie qu'Imbre m'appela dans ses appartements. Assis devant sa cheminée, nous partagions des friandises et un peu de vin aux épices. Il venait de me prodiguer ses compliments sur ma dernière escapade qui m'avait fait retourner comme peau de lapin toutes les chemises suspendues au fil à linge de la cour sans me faire prendre. Ça avait été délicat, le plus dur étant de me retenir d'éclater de rire et de trahir ma présence dans la cuve à teinture lorsque 2 des plus jeunes garçons de blanchisserie avaient attribué ma farce au fait de l'eau et refusé de laver quoi que ce soit de toute la journée. Comme toujours, Imbre était au courant de toute l'histoire avant même que je la lui narre. Il m'enchanta en apprenant le décret que Maître Loup des blanchisseurs avait pris. On accrocherait de l'herbe de Saint-Jean aux 4 coins de la cour et on en festonnerait tous les puits pour écarter l'effet de la lessive du lendemain. « Tu es doué, mon garçon !» Imbre rit doucement et m'ébouriffa les cheveux. « J'en serais presque à croire qu'aucune mission n'est hors de ta portée. » Il était assis dans son fauteuil à dossier droit devant le feu, et j'étais installé par terre près de lui, appuyé contre sa jambe. Il me tapota la tête comme Buric aurait fait à un jeune chien qui viendrait de lui donner satisfaction. Puis il se pencha en avant pour murmurer « Mais j'ai un défi pour toi. »« Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je avec ardeur. « Ça ne sera pas facile, même pour quelqu'un aux doigts aussi agiles que les tiens. Mettez-moi à l'épreuve. » rétorquai-je d'un ton provoquant. « Oh non, pas avant 1 mois ou 2, lorsque tu en sauras un peu plus. Cette nuit, j'ai un jeu à t'enseigner, qui t'aiguisera l'œil et la mémoire. » Il plongea la main dans une bourse et la retira pleine. Il l'ouvrit un instant sous mes yeux, des cailloux de couleur. La main se referma. Y en avait-il de jaune? Oui. Imbre, en quoi consiste ce défi? Combien? J'en ai vu 2. Imbre, je parie que je peux le faire dès maintenant. Aurait-il pu y en avoir plus de 2? Peut-être, si certaines étaient cachées en dessous. Ça m'étonnerait. Imbre, c'est quoi ce défi? Il ouvrit sa vieille main osseuse et fouilla parmi les pierres de son long index. Tu avais raison. 2 jaunes seulement. Veux-tu recommencer? Imbre, je peux y arriver. Crois-tu? Tiens, regarde encore, voici les cailloux. 1, 2, 3, et passez muscade. Y en avait-il de rouge? Oui. Imbre, quelle est cette mission? Y avait-il plus de rouge que de bleu? Me rapporter un objet personnel de la table de nuit du roi. Comment? Y avait-il plus de rouge que de bleu? Non, je veux dire, quelle mission avez-vous dit? Raté, mon garçon, s'exclama joyeusement Imbre. Il ouvrit la main. Tu vois? 3 rouges et 3 bleus. Exactement le même nombre. Il va falloir que tu aies l'œil plus vif si tu veux relever le défi. Et 7 verres, je le savais. Imbre, mais vous voulez que je vole quelque chose au roi? Je n'en croyais toujours pas mes oreilles. Pas lui voler, lui emprunter, simplement. Comme pour les ciseaux de maîtresse pressée. Ça n'a rien de méchant, n'est-ce pas? Rien, sauf que, si je me fais prendre, j'aurai droit au fouet, ou pire. Et tu as peur de te faire prendre? Tu vois, je te l'ai dit. Il vaut mieux attendre 1 mois ou 2, le temps que tu progresses encore. Ce n'est pas la punition, c'est que si on m'attrape, le roi et moi avons passé un marché. Le reste de la phrase mourut sur mes lèvres. Je restais les yeux dans le vague, l'esprit confus. L'enseignement d'Imbre faisait partie du contrat que Subtil et moi avions signé. À chacun de nos rendez-vous nocturnes, avant de commencer la leçon, il me le rappelait solennellement. J'avais donné ma parole à Imbre, comme au roi, d'être loyal. Il devait bien comprendre qu'en agissant contre le roi, j'enfreindrais ma promesse. « C'est un jeu, mon garçon, » dit Imbre d'un ton patient. « C'est tout. Une petite espièglerie. Rien d'aussi sérieux que tu as l'air de le croire. Si j'ai choisi cette mission, c'est uniquement parce que la chambre du roi
et ce qu'elle contient sont étroitement surveillés. N'importe qui peut s'emparer des ciseaux d'une couturière, mais là, il s'agirait d'être parfaitement invisible pour entrer dans les appartements privés du roi et prendre un objet qui lui appartient. Si tu y arrivais, j'aurais le sentiment de ne pas avoir perdu mon temps avec toi, que tu t'intéresses à ce que je t'apprends. Je m'y intéresse, vous le savez bien, répondis-je vivement. Ce n'était pas du tout le problème. Apparemment, Humbre ne comprenait pas ce que je voulais dire. J'aurais l'impression de trahir, de me servir de ce que vous m'avez appris pour piéger le roi, presque de me moquer de lui. Ah. Humbre se renfonça dans son fauteuil, un sourire sur les lèvres. Ne te tracasse pas pour ça, mon garçon. Le roi subtil sait apprécier une bonne farce. Ce que tu lui prendras, je le lui rapporterai. Ce sera la preuve pour lui que j'ai été un bon professeur et toi bon élève. Je suis pas un objet sans valeur, si ça t'inquiète tant. Pas la peine de lui retirer la couronne de la tête, ni la bague du doigt. Ramasse sa brosse à cheveux, simplement, ou une feuille de papier qui traîne. Même son gant ou sa ceinture conviendrait. Rien de grande valeur. Un objet témoin, c'est tout. Je voulus réfléchir à la question, mais je sus aussitôt que c'était inutile. Je ne peux pas. Enfin, je ne veux pas plutôt. Pas le roi subtil. Désignez-moi n'importe qui d'autre, n'importe quelle autre chambre, et j'en fais mon affaire. Vous vous rappelez quand j'ai pris le manuscrit chez Royal? Vous verrez, je peux m'introduire n'importe où et... Mon garçon. La voix d'Humbre était lente, son ton perplexe. Tu ne me fais donc pas confiance? Je te dis qu'il n'y a pas de problème. Il s'agit d'un défi, pas de haute trahison. Et cette fois, si tu te fais prendre, je te promets de venir en personne éclaircir la situation. Il n'y aura pas de punition. Ce n'est pas ça, dis-je avec angoisse. Je sentais la perplexité grandissante d'Humbre devant mon refus. Je me creusais la tête pour trouver le moyen de lui expliquer. J'ai promis à Subtil d'être loyal, et cette mission... Il n'y a rien de déloyal là-dedans, me coupa Humbre d'un ton tranchant. Je levai les yeux et vis la colère étinceler dans les siens. Saisi, je reculai. Jamais je ne lui avais connu un regard aussi noir. « Qu'est-ce que tu racontes, mon garçon? Que je te demande de trahir le roi? Ne joue pas les imbéciles. Il s'agit d'une simple petite épreuve pour me permettre de t'évaluer et de montrer tes progrès à Subtil. Et toi, tu te dérobes? Et en plus, tu dissimules ta lâcheté sous de beaux discours sur la loyauté. Tu me fais honte. Je te croyais davantage de cran, sans quoi jamais je ne t'aurais pris comme élève. Humbre! J'étais horrifié. Ces paroles me bouleversaient. Il s'écarta de moi et je sentis mon petit monde trembler sur ses bases, tandis qu'il poursuivait d'un ton glacé. Mieux vaut que tu retournes au lit, petit géniard, et pense à l'injure que tu m'as faite. Insinuer que je puisse vouloir trahir notre roi. Va-t'en la tête basse, poltron que tu es. Et la prochaine fois que je t'appellerai, si jamais je t'appelle encore, présente-toi prêt à m'obéir. Ou ne te présente pas du tout. Et maintenant, du vent. Jamais Humbre ne m'avait parlé ainsi. Je ne me rappelais même pas qu'il eût seulement haussé le ton devant moi. Presque sans comprendre, je regardais le bras maigre et grêlé qui sortait de la manche de sa robe, le long index pointé dédaigneusement sur la porte et l'escalier. En me levant, je fus pris de nausée. Je vacillais et dus me rattraper à un fauteuil. Mais je continuais de marcher, soumis, incapable d'imaginer de faire autre chose. Humbre, qui était devenu le pilier central de mon univers, qui m'avait convaincu de ma valeur, Humbre me dépouillait de tout. Pas seulement de ses compliments, mais du temps passé ensemble, de l'espoir de pouvoir faire un jour quelque chose de ma vie. Je descendis l'escalier en trébuchant. Jamais il ne m'avait paru si long ni si froid. La porte du bas se referma derrière moi avec un raclement, et je me retrouvai dans le noir absolu. Je trouvai mon lit à tâtons, mais les couvertures ne parvinrent pas à me réchauffer, et le sommeil me fuit toute la nuit. Je me tournais et me retournais, malheureux comme les pierres. Le pire était que je ne décelais nulle trace d'équivoque en moi. J'étais incapable de faire ce que me demandait Humbre. Par conséquent,
je devais le perdre. Sans son enseignement, je ne serais d'aucune valeur pour le roi. Mais ce n'était pas là le cœur de mon tourment. L'origine, c'était qu'Imbre avait disparu de mon existence. Je n'arrivais pas à comprendre comment je me débrouillais avant, alors que j'étais si seul. Retourner à la monotonie de la vie quotidienne, à l'ennui mortel des corvées journalières me paraissait impossible. Éperdument, j'essayais d'imaginer une ligne de conduite, mais il ne semblait pas y avoir de solution. Je pouvais aller chez Subtil en personne, montrer l'épingle qui m'ouvrirait sa porte et lui exposer mon dilemme. Mais quelle serait sa réaction? Me considérerait-il comme un petit sot? Dirait-il que je devais obéir à Imbre? Pire, dirait-il que j'avais eu raison de lui désobéir et se fâcherait-il contre lui? Autant de questions bien compliquées pour un jeune garçon, auxquelles je ne trouvais nulle réponse satisfaisante. Le matin enfin venu, je me traînais hors de mon lit et me présentais à Buric, comme d'habitude. Je vaquais à mes tâches dans une indifférence grisâtre, qui me valut d'abord les réprimandes de Buric, puis ses questions sur l'état de mon ventre. Je lui répondis simplement que j'avais mal dormi, et j'évitais ainsi l'affreux remontant proposé. Je ne me débrouillais pas mieux au maniement d'armes. Ma distraction était telle que je ne pus empêcher un adversaire bien plus jeune que moi de m'asséner un solide coup sur le crâne. Odd nous morigina tous les deux, pour notre manque d'attention, et m'ordonna de m'asseoir un moment. Une migraine me martelait la tête, et mes jambes tremblaient lorsque je regagnais la forteresse. Je montai directement à ma chambre, car je n'avais aucun appétit pour le déjeuner, ni pour les conversations bruyantes qui l'accompagnaient. Je m'étendis et fermai les yeux, pour quelques minutes. C'est du moins ce que je crus, mais je sombrai dans un profond sommeil. J'en émergeai au milieu d'après-midi et songeai aussitôt aux remontrances que j'encourais pour avoir manqué mes cours. Ce fut néanmoins insuffisant pour m'obliger à me lever, et je me rendormis, pour être réveillé à l'heure du dîner par une jeune servante venue au renseignement sur l'ordre de Buric. Je m'en débarrassai en lui racontant que j'avais la colique, et me mettais à la diète en attendant que ça passe. Après son départ, je somnolais mais ne parvins pas à retrouver le sommeil. La nuit s'épaissit dans ma chambre sans lumière, et j'entendis le reste du château s'apprêter pour la nuit. Allongé dans le noir et le silence, j'attendis une convocation à laquelle je n'oserais pas me rendre. Que se passerait-il si la porte s'ouvrait? Je ne pourrais rejoindre Imbre, car je ne pourrais pas lui obéir. Qu'est-ce qui serait le pire? Qu'il ne m'appelle pas, ou qu'il m'ouvre sa porte, mais que je n'ose pas la franchir. J'attendis ainsi, dans les affres de l'angoisse, et aux premières lueurs de l'aube grise, j'avais la réponse. Il ne s'était même pas soucié de m'appeler. Aujourd'hui encore, je n'aime pas me rappeler les jours qui suivirent. Je les traversais le dos voûté, le cœur si lourd que j'étais incapable de manger ou de me reposer convenablement. Je n'arrivais à me concentrer sur aucun travail, et les sermons de mes professeurs ne rencontraient en moi qu'une soumission hébétée. Il me vint une migraine permanente, et j'avais l'estomac tellement crispé que les repas ne m'attiraient plus. Rien que l'idée d'avaler quelque chose m'épuisait. Buric supporta mon état pendant 2 jours, puis il me coinça et m'obligea à ingurgiter un vermifuge et un reconstituant du sang. Le mélange des deux me fit vomir le peu que j'avais mangé ce jour-là. Ensuite, il me fit me rincer la bouche avec du vin de prune, et de ce jour, je ne puis plus en boire sans être pris de haut le cœur. Puis, à ma vague stupéfaction, il me traîna jusque dans sa chambre, et m'ordonna d'un ton bourru de m'y reposer le reste de la journée. Le soir, il me fit regagner le château sans me lâcher d'une semelle, et sous son œil vigilant, je dus avaler un bol de bouillon clairet et un morceau de pain. Il m'aurait ramené à ces quartiers si je n'avais pas affirmé préférer mon propre lit. En réalité, il fallait que je reste dans ma chambre. Je devais savoir si Imbre essaierait au moins de m'appeler, et si je serais capable ou non d'y répondre. Encore une fois, je passais une nuit blanche, les yeux fixés sur un certain angle obscur de la pièce. Mais il ne vint pas. Le matin grisaillait à ma fenêtre. Je me retournai et restai au lit. L'hébétude dont j'étais la proie était trop compacte pour être combattue. Tous les choix qui s'offraient à moi menaient à des cul-de-sac opaques. Me lever me semblait d'une infinie futilité. Une espèce de somnolence migraineuse m'aspirait.
Le moindre bruit me paraissait trop fort, et j'avais ou trop chaud ou trop froid, de quelque manière que j'arrange mes couvertures. Je fermais les yeux, mais même mes rêves avaient des couleurs trop vives qui me blessaient. J'entendais comme une dispute, aussi clairement que si elle se déroulait dans mon lit, et d'autant plus énervante qu'elle semblait se tenir entre un homme et lui-même, et qu'il joua alternativement les deux points de vue. « Brise-le comme tu as brisé l'autre !» murmurait-il d'un ton coléreux. « Toi et tes tests imbéciles !» Puis, « Il faut être très prudent. On ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Bon sang ne saurait mentir. Il faut vérifier de quel métal il est fait, c'est tout. » « De quel métal ? Si c'est une épée sans cervelle que tu veux, fabrique-t'en une toi-même. Aplatis-la à coups de marteau. » Et puis, plus doucement, « Je n'ai pas le cœur de continuer. Je ne veux plus qu'on se serve de moi. Si tu voulais mettre ma résistance à l'épreuve, c'est fait. Puis, ne viens pas me parler de lien du sang, ni de famille. N'oublie pas qui je suis par rapport à toi. Ce n'est pas pour sa loyauté qu'elle s'inquiète, ni pour la mienne. » Les voix irritées se brouillèrent, se fondirent, se muèrent en une autre dispute, au ton plus strident. J'entr'ouvris les paupières. Ma chambre était le théâtre d'une bataille miniature. Une altercation vigoureuse se déroulait entre Burick et maîtresse pressée, pour déterminer sous la juridiction de qui je tombais. Un panier d'osier pendait au bras de la couturière, d'où pointaient les goulots de plusieurs bouteilles. Une odeur de sinapisme à la moutarde et de camomille imprégnait l'air, si forte que j'eus envie de vomir. Burick restait stoïquement dressé entre la femme et mon lit. Il se tenait les bras croisés sur la poitrine, et Renard était assise à ses pieds. Les paroles de maîtresse pressée résonnaient dans ma tête comme des averses de cailloux. « Dans le château, c'est linge propre, les petits garçons, ça me connaît, ce chien puant !» Autant que je m'en souvienne, Burick ne desserrait pas les dents. Il se contentait de ne pas bouger d'un pouce, si massif et inébranlable que je sentais sa présence les yeux fermés. Plus tard, je m'aperçus qu'il était parti, tandis que Renard se trouvait sur le lit, à côté de moi. Pas à mes pieds, haletante, mais refusant d'aller se coucher sur le pavage pourtant plus frais. Encore plus tard, je rouvris les yeux, et le crépuscule approchait. Burick avait pris mon oreiller, l'avait un peu secoué, et me le remettait maladroitement sous la tête, le côté frais en l'air. Il s'assit lourdement sur le lit. Il s'éclaircit la gorge. « Fitz, je ne sais pas ce que tu as, mais je n'ai jamais rien vu de pareil. En tout cas, tu n'as rien au ventre ni dans le sang. Si tu étais un peu plus vieux, je dirais que tu as des problèmes de femme. Tu as l'air d'un soldat qui se tire une cuite de 3 jours, mais sans la bibine. Fiston, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il me regardait avec une inquiétude non feinte. C'était le regard qu'il avait quand il craignait une fausse couche chez une jument, ou quand les chasseurs ramenaient des chiens malmenés par les sangliers. Il approcha la main de mon front, et sans le vouloir, je tendis mon esprit vers le sien. Comme toujours, le mur était là. Mais Renard geignit doucement, et me colla son museau contre la joue. Je m'efforçais d'exprimer ce que j'avais sur le cœur sans trahir Imbre. C'est que je suis tout seul, maintenant, m'entendis-je dire, et même à mes oreilles, c'était une explication plutôt faible. Tout seul ? Le front de Burick se plissa. Fitz, je suis là, devant toi, et tu te crois tout seul. Nous restâmes à nous regarder en chiens de faïence, incompréhensifs, et la conversation resta là. Plus tard, il m'apporta un repas, mais n'insista pas pour que je l'avale. Et il me laissa Renard pour la nuit. Une part de moi-même se demandait comment elle réagirait si la porte s'ouvrait, mais une autre, bien plus grande, savait que je n'avais pas à m'en inquiéter. Cette porte ne se rouvrirait plus jamais. Le matin revint. Renard me donnait des coups de museau et gémissait pour sortir. Trop anéanti pour me soucier que Burick me surprenne, je tendis mon esprit vers elle. Faim, soif et la vessie pleine à éclater. Sa gêne physique fut soudain la mienne. J'enfilai une tunique, emmenai la chienne dehors, puis dans les cuisines pour lui donner à manger. Mijotte fut plus contente de me voir que je n'aurais imaginé qu'on pût l'être. Elle offrit à Renard une généreuse portion du ragoût de la veille, et insista pour me préparer 6 tranches épaisses de lard sur la croûte chaude du pain de la première fournée.
Le flair et l'appétit aiguisé de renard éveillèrent mes sens, et je me surpris à dévorer. Non avec mon appétit normal, mais avec la fringale sensorielle d'un jeune animal pour la nourriture. Ensuite, la chienne me conduisit aux écuries. Je me retirai de son esprit avant d'entrer, mais ce contact m'avait un peu revigoré. Burick interrompit son travail et se redressa, m'examina de la tête aux pieds, lança un coup d'œil à Renard, émit un grognement mi-figue mi-raisin, et enfin me tendit un biberon muni d'une mèche. « Dans la tête d'un homme, déclara-t-il, tout peut se soigner par le travail et en s'occupant des autres. La chienne ratière a mis bas il y a quelques jours, et un des petits est trop faible pour se battre contre les autres. Vois si tu arrives à l'empêcher de mourir. » Avec sa peau rosâtre qui transparaissait sous ses poils tachetés, il n'était pas beau, ce chiot. Il avait encore les yeux fermés, et la peau qu'il remplirait peu à peu en grandissant s'empilait pour l'instant en multiples plis sur son museau. Sa petite queue maigrelette évoquait tout à fait celle d'un rat, et je me demandais si sa mère ne harcelait pas ses propres petits jusqu'à les faire mourir, uniquement pour faire coïncider leur apparence et le nom de leur race. Il était faible et passif, mais je l'asticotais avec le biberon jusqu'à ce qu'il se mette vaguement à téter, et qu'il soit tellement barbouillé de lait que sa mère se décide à le lécher. Je l'installai ensuite à une mamelle à la place d'une de ses sœurs, plus vigoureuse que lui et qui, le ventre bien rond et bien plein, ne continuait à téter que par pure obstination. Elle serait blanche avec une tache noire sur un œil. Elle m'attrapa le petit doigt et se mit à le téter, et je sentis alors la terrible puissance qu'auraient un jour ses mâchoires. Burick m'avait raconté des histoires sur des ratiers qui saisissaient un taureau par le mufle et refusaient de lâcher prise quoi qu'en eût la bête. Il ne voyait pas l'intérêt de dresser un chien à cela, mais il ne pouvait cacher son respect pour le courage d'un chien capable de s'en prendre à un taureau. Nous réservions nos ratiers à la chasse aux rats, et leur faisions faire régulièrement la tournée des silos de maïs et des greniers. Je passais toute la matinée à cette tâche, et je m'en allais à midi avec la gratification d'avoir vu le petit ventre du chiot bien rond et plein de lait. L'après-midi fut consacré au nettoyage des box. Burick ne me laissa pas une seconde de répit, trouvant une nouvelle corvée dès que j'en avais fini une, sans m'accorder d'autre loisir que celui de travailler. Il ne me parlait pas, ne posait aucune question, mais il ne s'activait jamais à plus de 10 pas de moi. On eût dit qu'il m'avait pris au pied de la lettre quand je m'étais plaint de solitude, et qu'il avait résolu de toujours se trouver dans mon champ visuel. Je terminais la journée en compagnie du chiot, nettement plus robuste que le matin. Je le nichai contre ma poitrine, et il grimpa en rampant sous mon menton, où il chercha une mamelle de son petit museau carré. Cela chatouillait. Je le fis redescendre et l'observai. Il aurait la truffe rose. On disait que les ratiers aux mufles roses étaient les plus féroces au combat. Mais dans sa petite tête, il n'y avait pour l'instant qu'une sensation confuse de sécurité douillette, une envie de lait et de l'affection pour mon odeur. Je l'enveloppais dans ma protection, le complimentais sur sa vigueur nouvelle. Il se tortillait entre mes doigts. Soudain, Burick se pencha par-dessus la cloison de la stalle et me donna un coup sur la tête, les phalanges repliées, nous arrachant au chiot et à moi un glapissement simultané. « Ça suffit, » dit-il durement. « Un homme ne joue pas à ça. Et ça ne résoudra pas ce qui te ronge l'âme. Rends tout de suite ce chiot à sa mère. » J'obéis, mais à contre-cœur, et pas du tout persuadé que le lien avec un chien ne résoudrait rien, quoi qu'en dise Burick. Je regrettais déjà son petit monde chaud, plein de paille, de frères et de sœurs, de lait et de présence maternelle. À cet instant, j'étais incapable d'en imaginer de meilleur. Burick et moi allâmes manger. Il m'emmena au réfectoire des soldats, où les manières étaient celles de chacun, et où l'on n'était pas obligé de faire la conversation. C'était un soulagement de n'attirer aucun regard, de voir les plats passer au-dessus de ma tête sans être l'objet d'une prévenance particulière. Burick veilla néanmoins à ce que je me nourrisse, après quoi nous nous installâmes dehors, près de la porte de service des cuisines, pour boire. J'avais déjà tâté de la bière, brune et blonde, et du vin, mais jamais je n'avais bu avec la détermination dont Burick me donna l'exemple ce soir-là. Lorsque Mijotte se risqua à sortir,
et à lui reprocher de donner de l'alcool à un enfant, il lui adressa un de ses regards silencieux, qui me rappelait la première fois que je l'avais vu, et où il avait fait taire une salle remplie de soldats rien que par la grâce du nom de chevalerie. Et Mijotte fit demi-tour. Il me raccompagna lui-même à ma chambre, me fit passer ma tunique par-dessus la tête cependant que j'essayais de conserver mon équilibre, puis il me balança comme un paquet dans mon lit, et jeta une couverture sur moi. « Maintenant, tu vas dormir, » déclara-t-il d'une voix pâteuse. « Et demain on recommencera, et ce sera tous les jours comme ça jusqu'à ce que tu t'aperçoives, un matin que t'en es pas mort, finalement, de ce qui te ronge. » Il souffla ma bougie et sortit. J'avais la tête qui tournait, et le corps endolori d'avoir travaillé toute la journée, mais je ne trouvais pas le sommeil. Je m'étais mis à pleurer. L'alcool avait défait le nœud qui assurait mon sang-froid, et je versais des larmes. Mais pas dans le calme. Je sanglotais, je hoquetais, je hurlais, la mâchoire tremblante. J'avais la gorge prise comme dans un étau, mon nez coulait, et je pleurais si fort que je n'arrivais plus à reprendre mon souffle. Je crois que je versais toutes les larmes que j'avais retenues depuis le jour où mon grand-père avait obligé ma mère à m'abandonner. « Maman !» m'entendis-je crier. Et soudain, des bras se refermèrent sur moi et me serrèrent. Imbre m'avait pris contre lui, et il me berçait comme un tout petit enfant. Malgré l'obscurité, je reconnus ses membres maigres et son odeur, mélange d'herbe et de poussière. Sans parvenir à y croire, je m'agrippais à lui et pleurais à m'enrouer la voix et à me dessécher la gorge au point que plus un son ne put en sortir. « Tu avais raison, » me dit-il, la bouche dans mes cheveux, à mi-voix, d'un ton apaisant. « Tu avais raison. Je te demandais quelque chose de mal, et tu avais raison de refuser. Tu n'auras plus jamais à subir ce genre d'épreuve, pas de ma part. » Et quand je me fus enfin détendu, il me laissa un instant et revint avec une chope, pleine d'un breuvage tiède et presque sans goût, mais qui n'était pas de l'eau. Il porta la chope à mes lèvres, et je la vidai sans poser de questions. Puis je me rallongeai, pris d'une somnolence si soudaine que je ne me rappelle même pas Imbre quittant ma chambre. Je me réveillai vers l'aube et me présentai à Buric après un copieux petit déjeuner. Rapide dans les corvées, attentif dans les devoirs, je ne comprenais pas pourquoi Buric était si grognon et mal fichu ce matin. À un moment, il marmonna quelque chose comme « Il tient l'alcool aussi bien que son père ». Et enfin, il me congédia en me disant que, si je tenais absolument à siffloter, j'aille le faire ailleurs. 3 jours plus tard, le roi subtil me convoqua au petit matin. Il était déjà habillé, et il y avait un plateau sur sa table, avec de quoi manger pour plus d'une personne. À mon arrivée, il renvoya son valet, et m'ordonna de m'asseoir. J'allai prendre une chaise à la petite table de sa chambre, et, sans me demander si j'avais faim, il me servit lui-même, puis s'installa en face de moi pour attaquer son repas. Son geste ne m'avait pas échappé, mais j'eus beau me forcer, je ne pus avaler grand-chose. Il ne parla que du repas, sans un mot à propos d'engagement, de loyauté, ni de paroles tenues. Lorsqu'il vit que j'avais fini de manger, il repoussa son assiette, puis s'agita sur sa chaise, l'air mal à l'aise. « C'était mon idée, » dit-il soudain, presque agressivement. « Pas la sienne. » Il n'était pas d'accord. J'ai insisté. « Quand tu seras plus vieux, tu comprendras. Je ne peux courir aucun risque, avec personne. Mais je lui ai promis que tu le saurais de ma bouche. Cette idée était de moi seul. Et je ne lui demanderai plus jamais d'éprouver ton courage de cette façon. Tu as la parole du roi. » Et du geste, il me congédia. Je me levai, mais en même temps, je pris sur le plateau un petit couteau d'argent entièrement gravé, dont il s'était servi pour découper un fruit. Sans cesser de le regarder, sans me cacher, je glissai l'objet dans ma manche. Le roi subtil écarquilla les yeux, mais ne dit mot. 2 nuits plus tard, lorsqu'Imbre m'appela, nos leçons reprirent comme si elles n'avaient connu aucune interruption. Il parla, j'écoutais,
Je me pliai à son jeu des cailloux sans commettre une seule erreur. Il me confia une mission, et nous nous livrâmes ensemble à de petites plaisanteries. Il m'apprit à faire danser rôdeur la belette en l'appâtant avec une saucisse. Tout allait de nouveau bien entre nous. Mais avant de quitter ses appartements cette nuit-là, je m'approchai de la cheminée. Sans rien dire, je plaçai le couteau au milieu du manteau. Ou plutôt, je l'enfonçai, la lame la première, dans le bois du manteau. Puis je sortis sans un mot et sans croiser le regard d'Imbre. Nous n'en avons jamais parlé. Je crois que le couteau n'a pas bougé depuis.